Devant tout ce beau monde, la commissaire européenne va être très claire. Selon elle, si l'Europe veut exister et sortir de la crise, les nations doivent obéir à Bruxelles. Il faut lentement mais sûrement comprendre qu'il n'y a plus de politique intérieure nationale. Qu'il n'y a plus de politique intérieure nationale. Il n'y a plus que des politiques européennes qui sont partagées dans une souveraineté commune. Bruxelles, toujours, quelques jours plus tard. Les huissiers ont rangé leurs uniformes. Les limousines sont au garage. Les chefs d'État sont partis. Les journalistes aussi. La capitale de l'Europe reprend sa routine. Voilà. Allez. Moi, je suis toujours là. Bonjour. Ça va bien? C'est l'heure des nouveaux maîtres de Bruxelles. Comme Michel Barnier, ancien ministre de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy, aujourd'hui commissaire européen chargé du marché intérieur et des services. Pour cette fonction, il est payé 20 667 € par mois, près de 2 fois ce que gagne François Hollande. Bonjour, ça va Michel? Short sleep. Ce matin, Michel Barnier retrouve les autres commissaires européens pour la réunion du collège, l'équivalent du Conseil des ministres en France. À ses côtés, les autres commissaires, de parfaits anonymes, pour la grande majorité des citoyens français. Et pourtant, ils disposent d'un pouvoir réel sur notre vie quotidienne. Voici le Belge Karel de Gucht, commissaire au commerce. De la voiture Peugeot à la vaisselle en céramique, en passant par les briquets, il a le pouvoir de protéger ou non les produits made in France, en taxant ou pas la concurrence internationale. L'Espagnol Joaquim Almunia, très redouté, car il traque les aides publiques illégales, autant que les monopoles des multinationales. À son palmarès, des millions d'euros d'amende infligés à la France, mais aussi à de grandes entreprises comme Microsoft. La luxembourgeoise Viviane Reding, commissaire à la justice, vice-présidente de la commission. Elle est à l'origine, entre autres, d'un projet de réforme de la garde à vue en France. Les commissaires européens sont au nombre de 27, un par pays. Ils sont nommés pour 5 ans par les chefs d'État et de gouvernement. Au fil des crises, les États européens ont transféré de plus en plus de pouvoir à ces commissaires. Sur le contrôle des budgets nationaux tout d'abord, mais aussi sur la conception de nouvelles lois. Les commissaires européens, ces super ministres anonymes, sont devenus les puissants de l'Europe. Nous sommes dans le rôle de facilitateur. Nous faisons des propositions avec le collège dont je fais partie, qui généralement se trouve, grâce à la collégialité, pas très loin, le plus près possible du centre de gravité de l'intérêt général européen. Clairement, quand vous êtes commissaire européen, dans le rôle d'un ministre européen, entre guillemets, vous êtes au milieu du jeu européen, vous n'êtes pas seulement du côté d'un pays, avec ses idées, ses propositions. Signe de cette révolution invisible, le voyage de la luxembourgeoise Viviane Reding, vice-présidente de la Commission européenne, il y a quelques mois à Paris. Les premiers orateurs des groupes pourront interroger nos invités. Invitée dans une annexe de l'Assemblée nationale par les députés français, Reding est venue évoquer les méthodes de contrôle de nos finances publiques. Nous passerons à une phase de questions spontanées. La rencontre est dirigée par Claude Barthelone, le président de l'Assemblée nationale. Sont présents Pierre Moscovici, ministre de l'économie, et Bernard Cazeneuve, alors en charge des affaires européennes. La parole est maintenant à Madame Viviane Reding, vice-présidente de la Commission européenne. Devant tout ce beau monde, la commissaire européenne va être très claire. Selon elle, si l'Europe veut exister et sortir de la crise, les nations doivent obéir à Bruxelles. On a perdu beaucoup de temps.
On a perdu 10 ans pendant lesquels on n'agissait pas parce qu'on ne voyait pas la nécessité d'agir en commun. Et il est grand temps de refaire ce temps perdu parce qu'on a vu ce que ça nous coûtait de ne pas avoir mis en place les instruments nécessaires à pouvoir intervenir. Il faut lentement mais sûrement comprendre qu'il n'y a plus de politique intérieure nationale. Il n'y a plus que des politiques européennes qui sont partagées dans une souveraineté commune. On peut émettre alors ce qu'on appelle ensuite une mise en demeure, si la recommandation n'a pas été suivie des faits, qui de nouveau demande aux États membres de converger vers des cibles budgétaires plus raisonnables. Et puis si ce n'est toujours pas le cas, alors on peut se mettre en place des mécanismes de sanctions financières qui peuvent aller jusqu'à une amende de 0,2 points de PIB pour les États membres de la zone euro uniquement. Pour la France, ça représenterait 4 milliards d'euros à peu près. La France sous surveillance. C'est ici, dans ces couloirs anonymes, où se succèdent des bureaux étroits, que se joue donc une amende de 4 milliards d'euros que nous aurions à payer. Le scénario, hélas, est possible. La France, comme 11 autres États européens, est dans la catégorie des mauvais élèves. Depuis mars 2013, la Commission peut demander à modifier les projets de budget de ces États avant même leur adoption par le Parlement. Nicolas Filippone, 32 ans, sorti de nos grandes écoles, est l'un des 15 spécialistes de la section France, celle qui scrute jour après jour notre économie. Il y a un travail qui est plus au jour le jour, qui est un travail de surveillance en fait. Chaque fois qu'il y a une décision qui est prise, une orientation, très souvent les dirigeants européens veulent soit se prononcer, ont des rencontres très régulières avec les autorités françaises et donc ils nous consultent pour qu'on puisse leur donner notre vision des développements récents ou des politiques qui sont prises. La section France ne fait pas que surveiller. Elle conseille, elle suggère, elle propose des sanctions. C'est grâce à ce genre de dossier que Joachim Almunia fait la leçon à Bruno Le Roux. C'est un texte qui est un peu plus long. On parle des trajectoires des déficits publics, on parle de réforme des retraites, on parle de chômage des jeunes, on parle du fonctionnement de Pôle emploi. Pour la France, en 2012, donc il y avait 5 recommandations. Extrait du dossier France, préparé par Nicolas Filippone, 32 ans. Les procédures applicables au licenciement continuent d'engendrer des coûts potentiellement importants pour les employeurs. Autrement dit, en France, les salariés sont trop protégés lorsque les entreprises veulent licencier. Ou bien encore, les allocations de chômage pour les travailleurs plus âgés et notamment leur durée pourraient constituer des incitations limitées à travailler. En clair, il faudrait réduire la durée de ces allocations. Ce qu'on peut espérer, c'est qu'effectivement, nos recommandations, le bilan approfondi qu'on a publié, ont contribué à la prise de conscience par les autorités françaises que de ce point de vue-là, il y avait un problème et qu'il fallait prendre des mesures. Dans le meilleur des mondes de Bruxelles, des technocrates, loin du terrain et des réalités sociales, décident sur un ordinateur comment doit évoluer notre régime des retraites ou le système d'allocation des chômeurs. La matrice de notre politique n'est plus à l'Élysée ou à l'Assemblée nationale, mais ici, dans ces immeubles froids. Il y a des gens qui ont intérêt à appliquer les politiques économiques et sociales qui nous sont imposées par l'Union européenne. Si vous me le permettez, puisqu'on a un petit peu de temps, je voudrais montrer aux gens qui m'écoutent à quelle sauce nous allons être mangés si nous restons dans l'Union européenne. La sauce en question, c'est ça. Il s'agit d'un rapport qui est le rapport... On va montrer à l'image. Le rapport COM 330
2016, du 18 mai 2016, qui fixe ce que doivent être les grandes orientations de politique économique et sociale de la France au cours des années 2016 et 2017, et ceci en vertu de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui prévoit d'organiser une convergence des économies des États membres et d'essayer d'assurer la survie de l'euro.